Bien le bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler des actus de la semaine. Donc on est le vendredi le 12 décembre. Tout le monde s'effondre en bourse, surtout le Nasdaq et le S&P. Nos champions CAC 40 ne vont pas beaucoup mieux. Plein de choses se passent. Et ben, du coup, je vais faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc on a plein de sujets à discuter, je les ai notés. Donc on va parler de l'effondrement de la tech. On va parler de Netflix, du pétrole. On va parler un petit peu d'Oracle. Et puis voilà, je vais parler de Pernod Ricard aussi. Et de Air Liquide un tout petit peu. Donc on commence par la fin très compliquée de la semaine pour le Nasdaq et le S&P. Donc pour vous donner un petit peu le schéma, hier il y a eu les résultats d'Oracle. D'accord. Oracle est bien connu pour avoir annoncé le trimestre dernier des contrats monstrueux avec OpenAI, avec Microsoft, etc. pour ces data centers. Et ils vont vendre de la capacité de calcul. Donc techniquement, Oracle, c'est une société logicielle, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en tout cas? Ils veulent construire des data centers, beaucoup de data centers. Ils veulent acheter des puces à Nvidia, AMD, tout ça, et ils veulent les imbriquer et vendre de la capacité de calcul à OpenAI, Meta, Google, etc. Du coup, Meta va venir, c'est comme une sorte de location de data center. Meta, au lieu de les faire soi-même, ces data centers, mais qu'ils les font eux-mêmes aussi, ils vont venir et ils vont dire, bah écoute, Oracle, tu t'en occupes, moi je veux t'acheter telle et telle capacité de calcul. Et du coup, on va brancher nos ordi dessus et on va avoir la capacité de calcul et puis on va faire ce qu'on veut avec. Du coup, de l'intelligence, faire tourner de l'intelligence artificielle, tout ce qu'ils veulent. Bah, du coup, comme Oracle avait annoncé des énormes contrats le trimestre dernier, vous aviez vu un 50% en séance pour Oracle, ça explose, ça tape les 300 et quelques. Et ben aujourd'hui, on est encore plus bas qu'avant les résultats du trimestre dernier. Donc on a tout perdu. Et pourquoi? Parce que les résultats d'hier nous indiquent que non seulement on a moins de croissance, mais en plus, nos projets nous coûtent plus cher. Donc on va augmenter les capex. Déjà qu'on ne gagne pas assez d'argent et qu'on augmente les capex, ça veut dire que les free cash flows sont très négatifs. J'avais vu une charte des free cash flow par année, la croissance. Bah, du coup, ils sont très, très, très dans le négatif. Et bah, voilà, donc c'est sur Twitter, j'ai dû la partager, je vais pas le ressortir. Mais du coup, voilà, vous pouvez faire vos recherches. Oracle est dans la mouise un petit peu. Et même si on parle pas free cash flow, capex, on parle de bénéfices nets, avec l'énorme dette qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont comme amortissement, vu qu'ils dépensent beaucoup sur les data centers, le bénéfice ralentit. Bon, tout du moins, la croissance est moins agressive. Et du coup, on s'échange à des 40 fois les bénéfices. Et du coup, comme si ce n'était pas suffisant, aujourd'hui, donc le vendredi, bah, c'était hier, c'est ce que j'avais dit, mais aujourd'hui, il y a eu une rumeur qui dit que Oracle va reporter une ouverture de ses data centers, une des ouvertures de ces data centers de 2027 à 2028. Et du coup, c'est deux data centers, je crois. Ouais, deux data centers. Bah, du coup, le marché a tout de suite paniqué. Comment ça? Vous reportez? Donc vous n'avez pas besoin de ça tout de suite. Bah, du coup, pourquoi vous perdez autant d'argent? Pourquoi vous investissez autant d'argent? Mais donc, c'est pas un truc qui est tant demandé que ça, en fait. Bref, il y a plein de choses que le marché s'est demandé. Oracle, au début, a dit que c'était parce qu'il n'y a pas assez de matériaux et pas assez de puces, etc. Mais permettez-moi d'en douter. Et après, la rumeur, bah, le marché s'est effondré, direct. Et du coup, Oracle, qui avait perdu 13% hier, bah, reperdait aujourd'hui 6%. Sauf que l'équipe d'Oracle sont venus en urgence et ont dit non, 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 vous inquiétez pas, c'était juste une blague. Et finalement, c'est faux, c'est des fake news. Sauf que, encore une fois, permettez-moi d'en douter. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans et que OpenAI n'a pas l'argent pour acheter la capacité de calcul qu'elle a promis à Oracle. Bah, du coup, Oracle seront obligés de ne pas construire ou, pas, ou tout du moins pas rendre opérationnel tout de suite certains data centers parce que justement OpenAI n'a pas assez d'argent, parce que ils font moins de bénéfices que prévu, ou sinon, voilà, leur levée de capitaux est moins ambitieuse et moins fructueuse que prévu. Mais tout ça, c'est des hypothèses. Rien de ça n'est factuel. Jusqu'à présent, l'équipe d'Oracle en démenti toutes ces rumeurs. Pour l'instant, il n'y a rien, tout va ouvrir à temps. Mais permettez-moi d'en douter, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà pour Oracle. Mais il n'y a pas que Oracle, hein, parce que Broadcom a sorti des résultats hier et s'est effondré.
Donc regardez la tranche d'Oracle. Aujourd'hui, ils ont récupéré un petit peu. Ils ont fini à 4,5. Sur 5 jours, c'est 15%. Regardez-moi Broadcom. Broadcom, ça a perdu 12% aujourd'hui. 12% aujourd'hui. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Hein. Quand Oracle tous, AMD tombe. AMD a perdu 5% aujourd'hui. Ça va, ouais, ça va. Ils ont récupéré un petit peu, puis ils ont perdu 5%. Ça va, ils ont fait pas mal cette année, hein, donc c'est déjà très bien. Nvidia. Qu'est-ce que ça fait Nvidia? Aïe, 3,5% aujourd'hui. 4 cette semaine. Sur le mois, 10%. Ouais, donc on prend cher, mais sur les 6 derniers mois. Là, c'est parce qu'il y avait avril. Depuis le début de l'année, 26%, c'est pas mal. Mais voilà, donc faut faire attention avec tout ça. Donc Amazon. J'ai lu un mec sur Instagram dire que Amazon est officiellement devenu un stablecoin parce que sur l'année, lui il a pris l'année, mais en fait c'est à 30, je crois, ou un truc comme ça, c'était à 1% ou 0,5% de variation sur toute l'année, comme une crypto stablecoin, en fait, qui bouge pas. Mais c'était la blague, en gros, Amazon n'évolue pas, en fait, depuis longtemps, ça reste au même niveau. Du coup, voilà pour la tech. Et en fait, je voulais surtout vous dire que la valorisation est très importante. On ne valorise pas, on n'achète pas les entreprises à n'importe quel prix, je vous le dis toujours. Je vous le dis toujours et je vous le redis. Euh, Regardez, je vous prends l'exemple de Schneider Electric. Schneider Electric, ils ont annoncé une guidance très bien. Ils ont dit que d'ici 2030, on aura 50 à 70% de nos chiffres d'affaires en revenus récurrents, c'est-à-dire logiciels, donc ça devient plus une tech. Mais c'est payé trop cher pour l'instant. On valorise. Donc ouais, donc ECHU, c'est le ticker symbole. Le marché paye 31 fois les bénéfices. 10 ans, eux, ils ont dit on va faire de la croissance du chiffre d'affaires entre 7 et 10% jusqu'à 2030. Bah, en fait, vu qu'ils améliorent leur marge, soyons optimistes, mais quand même raisonnablement. On va prendre la fourchette du panier, on va prendre 10% de croissance, ils vont toute la récupérer. Du coup, PER long terme 30%, pardon, 30 fois les bénéfices, ça mérite pas 30 fois les bénéfices, on va mettre 25. Mais mettons 25, allez, au début, bah ça fait, ouais, à 10%, à 25 fois les bénéfices, on fait 5% par an. Avec 1,5 de dividende, ça fait 7%. Par contre, à 30 fois les bénéfices, je pense que on fait du 9%, 10%. Ouais, à 30 fois les bénéfices, on est OK. Mais je pense pas qu'on va s'échanger à 30 fois les bénéfices tout le temps. C'est une entreprise industrielle, hein. C'est pas une entreprise informatique. Et du coup, pour faire du 10% à 30 fois les bénéfices à 10% de croissance, il faut l'acheter à 226. Et si on veut faire les mêmes choses avec 25 fois les bénéfices, il faut l'acheter à 190. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que la valorisation compte. Et j'ai pas parlé de chaîne électrique comme ça. En fait, on va parler d'Oracle. Oracle, côté Onize. Donc NI. Voilà, bim. Regardez. Le marché paye 35 fois les bénéfices. Soyons encore une fois très optimistes. Disons 30 fois les bénéfices, c'est une entreprise logicielle, etc. Et mettons. Allez, on va mettre quoi? On va mettre. Il n'y a pas 15 fois. Il n'y a pas 15% de croissance. On va mettre 12. À 12%, on fait 8% par an. Pas de dividende. Mais c'est parce que ça a bien baissé. À 220, je vous assure, ça fait pas ça. Et du coup, si on veut faire ça à 30 fois les bénéfices, faut l'acheter, si on veut faire 10%, il faut l'acheter à 160. Mais encore une fois, c'est trop optimiste, 25 fois les bénéfices, 133, ce qui n'est pas du tout le prix actuel. Broadcom, donc A, V, G. Et là, c'est le Nasdaq. Donc le marché paye ça à 75 fois les bénéfices. D'accord. On va mettre, mettons 20% par an. Si on croit à 20% par an et qu'on paie ça à 30 fois les bénéfices, on perd de l'argent sur 5 ans. On n'est même pas stable, on perd de l'argent. Bah écoutez, c'est scandaleux. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps que la valorisation compte, les gars. La valorisation compte. Tout ce que j'ai entre guillemets, parce que je ne donne aucun conseil d'investissement ni recommandation, tout ce que j'ai entre guillemets abordé comme entreprise et entre guillemets recommandé, c'était des entreprises
sous-évalués qui ont fait une bonne performance. J'ai parlé de Schneider quand c'était à 200, c'est monté, c'était déjà richement évalué, mais voilà, on a fait notre performance dessus. J'ai parlé d'ASML quand c'était à 500, 600, on a fait notre performance dessus. Je parle de Total et ça se relève, et d'ailleurs on va en parler. Je parle actuellement de PayPal, je pourrais parler d'Adobe, Adobe, l'entreprise tech. On peut parler de CRM aussi. On peut parler d'autres entreprises, mais il faut toujours prendre la valorisation en compte. Dès qu'on oublie la valorisation, on tombe dans des cas de revalorisation brutale qui nous cassent la tête, comme en fait la tech, là. Comme Nvidia, AMD, au cours actuel, je parle. Comme toutes les entreprises de type Broadcom, Oracle, pas touche les gars, pas touche. Du coup, voilà, j'ai parlé de ça, et puis j'ai sélectionné certains. Désolé, j'ai sélectionné certains tweets, certains threads X plus ou moins pertinents sur tout ce qui est pétrole. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le prix du silver, mais le silver a tapé 64 dollars l'once, le plus haut historique. Et du coup, à quel point le pétrole n'est pas cher? En argent, on ne parle pas en or. En argent, on peut acheter plus d'un litre, pardon, un litre, on peut acheter plus d'un baril avec une once d'argent. Hein. Donc, avant, l'once d'argent, c'était des petits cailloux comme ça, que les gens s'échangeaient pour acheter des pommes et tout. Là, on a un baril de pétrole, d'énergie qu'on peut faire, on peut l'utiliser pour faire tourner, pour se chauffer, pour faire tourner plein de trucs. On peut l'acheter une once d'argent. Certes, il y a une certaine tendance à la surproduction, ou tout du moins un narratif concernant tout ça, mais c'est à ces moments-là qu'il faut considérer le pétrole. Donc cette année, toute l'année, c'était une année de pétrole pas cher, sauf l'épisode Iran-Israël. Mais bon. Donc attention, attention, là on est extrêmement sous-évalué. N'oubliez pas qu'il y a de l'inflation, n'oubliez pas que le dollar et l'euro et toutes les monnaies se dévaluent. Et pourtant, le prix du pétrole ne change pas, voire il baisse. Pas normal. Du coup, là, il y a un autre mec qui dit étudier en vraie monnaie. Donc là, il parle pas d'once d'argent, mais d'once d'or. Crude oil futures are adjusting the 2020 low. En gros, il dit vu en vraie monnaie, l'or, les prix des futurs du pétrole sont en train de retoucher les plus bas de 2020. Donc, is this a place to plug your nose and buy? En gros, là, c'est le prix du pétrole euh, divisé par l'once d'or. Donc, l'or, il vaut 4300 à peu près. Du coup, on prend un baril, 62, on divise par 4200, ça nous donne 0, truc. Et du coup, bah, là, on est au plus bas. Hein. On est au plus bas, alors que tout tourne. Pendant la crise du Covid, plus d'avions, plus de voitures, rien. Tout est à l'arrêt. On aurait pu comprendre. En plus, c'était en été, donc même les besoins de chauffage étaient plus bas. Par contre, là, tout tourne. Les commerces tournent, les gens achètent, les usines, le tourisme. Et vous allez me dire que c'est le même prix en or. Il y a un souci quelque part. Du coup, là, c'est quelque chose de très intéressant qui signale que quelque chose est en train de bouger. Donc, on a The Big Oil contre The Crude Oil. The Big Oil, c'est le surnom des majors pétrolières. Donc, on a ExxonMobil, Chevron, Shell, British Petroleum et Total Energy, ma petite favorite. Et du coup, les Big Oil, donc les entreprises pétrolières, font entre 5 et 20% de performance cette année, alors que le pétrole est en baisse de 18%. C'est vrai qu'on est, depuis avril, on est en train de voir une décorrélation. Les entreprises pétrolières qui restent stables, voire montent légèrement, contre le prix du pétrole qui ne fait que baisser. Donc soit le marché anticipe et au lieu d'acheter le pétrole qui ne produit rien, achète les pétrolières qui entre-temps sont diversifiées et ramènent de l'argent ailleurs avec du gaz, de l'électricité, en jouant ça, en attendant que le prix remonte pour faire un effet de levier, ou bien c'est la dévaluation monétaire, je ne sais pas, mais en tout cas, les pétrolières ont beaucoup d'actifs, ont beaucoup de réserves pétrolières, ont beaucoup d'usines et d'actifs tangibles qui résistent à l'inflation, et ils sont pour la plupart diversifiés dans l'énergie avec un grand E. Donc électricité, gaz, tout ce que vous voulez. Donc voilà, attention à cette décorrélation, étudiez bien vos dossiers, et attention à la valorisation, encore une fois. Et n'oubliez pas que Total, le lundi, a commencé sa cotation, pardon, le jeudi,
dernier a commencé sa cotation dans le marché américain. Donc voilà pour les big oil. Là, on parle, il dit going straight after production now. En gros, ils vont direct après les producteurs. Il parle de quoi? Il parle des drones ukrainiens qui n'arrêtent pas de bombarder les plateformes de production de pétrole russe, offshore comme onshore. Donc le pétrole est en train de baisser, alors que on a des drones qui sont en train de bombarder des plateformes de production, l'OPEP qui ne veut plus augmenter sa production, mais aussi des tankers vénézuéliens qui sont en train d'être saisis par les États-Unis. En fait, en plus, on a Trump qui dit la prochaine fois, on va commencer sur terre. C'est-à-dire, on va plus saisir des navires ou taper par des avions, on va commencer par la terre. On va débarquer chez eux. Du coup, là, c'est un compte que j'aime beaucoup, qui parle de matières premières et d'énergie de pétrole. Donc là, il dit le silver, l'argent, c'est-à-dire l'argent, l'or et le pétrole subissent tous trois une sorte de suppression des prix. Sauf que les deux premiers ont commencé à ressortir leur épingle du jeu et à revenir de façon naturelle. Maintenant, il reste le pétrole. Puis là, c'est un tweet drôle. Il y a Michael Saylor qui dit devinez quelle banque. Il y a un mec qui lui dit Lehman Brothers. En gros, attention, tout va s'effondrer, c'est un Ponzi, c'est un arnaqueur, nanana. Voilà. Après, moi, je voulais aussi parler, à part le pétrole, parce que là, la morale de l'histoire, c'est que vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis investi, j'ai 95, voire plus, 96, 22% de mon portefeuille sur Total actuellement. Là, j'ai masqué toutes les autres cases où il y avait les chiffres, hein, donc vous n'avez rien à voir. Je zoome quand même pour vous. Voilà. Donc là, ça c'est le prix actuel. Donc, ma liste de suivi. PayPal, j'ai 3,78. Netflix, Schneider, Air Liquide, L'Oréal. Voilà. Donc, on va discuter de notre portefeuille après. D'accord? Du coup, là, c'est fini. C'est fini. On va parler de Netflix. Il y a aussi une drama sur Netflix cette semaine. Netflix veut acheter Warner Bros. Et HBO. HBO qui ont fait Friends, qui ont fait Game of Thrones, House of Dragon, plein de trucs. Et Warner Bros. Donc tous les trucs type Harry Potter et tout. Donc ils veulent acheter tout ça. Et ils ont mis sur la table 72 milliards de dollars. D'accord? Ils ont juste dit non, on veut pas de votre studio. Pardon, non, pardon. Ils ont dit non, on veut pas de votre filiale câble télé. Nous, on veut juste les trucs streaming. Par contre, le concurrent de Netflix, Paramount, qui, est, euh, qui a été acheté par le fils de Larry Ellison. Larry Ellison, c'est qui, mesdames et messieurs? C'est le fondateur de... Ah, Oracle encore. Ah bah oui, c'est le fondateur d'Oracle. Bah, son fils, c'est celui qui a racheté Paramount, et il est en train de collectionner les médias. Et maintenant, il veut empêcher Netflix d'acheter Warner Bros. Et du coup, il a fait ce qu'on appelle un hostile takeover. En gros, c'est comme dans le jargon français, faire une OPA hostile. En gros, au lieu d'envoyer une offre au board et au conseil d'administration pour que ça soit étudié, il dit directement, moi, je vais acheter tel et tel nombre d'actions à tel et tel prix aux actionnaires. Si vous êtes d'accord, bah, vous cédez vos actions à l'offre, vous souscrivez et puis bim, ils prennent la majorité. S'ils dépassent certains seuils, bah, ils englobent toute la campagne. Et du coup, le hostile takeover, il a proposé 102 milliards et il a même dit bah, moi, je te rachète ce qu'ils veulent pas. Même si Warner Bros. A déjà comment dire, accepté, pas officiellement parce qu'il y a encore la régulation derrière, mais accepté devant tout le monde l'offre de Netflix, bah maintenant, ça va faire réfléchir les actionnaires. Parce que là, on nous propose plus pour nos actions. Et au pire, même si ça va toujours Netflix, ça va faire augmenter leur prix et ça va gêner par rapport à la régulation aussi. La régulation, on commençait à se dire, ouais, mais en fait, vous serez pas un petit peu monopole là? Donc voilà, attention, attention, attention. Netflix, moi, c'est une très très bonne entreprise. J'adore et j'attends que ça baisse pour acheter. Donc, le prix juste que je vois pour Netflix, alors, Netflix, NFLX, PIM. Ouais, le marché paye ça trop cher. Je la vois avec eux. Ouais. S'ils achètent ça, je pense qu'ils pourront faire facile 13% par an. PR long terme, allez, on va mettre 30 parce que c'est une entreprise pas mal, vraiment pas mal, mais même défensive. Revenu récurrent, défensive,
pas beaucoup de capex, et puis rétention très très forte, revenus des ads, donc les pubs, plein de secteurs de croissance, et puis c'est un truc que vous pensez jamais à le couper, vous pensez jamais à le supprimer, même si c'est une dépense entre guillemets inutile. Donc on fait 6%, 6,7%, 6,7% au prix actuel, mais si on veut faire, allez, on va mettre 30 fois les bénéfices, on va mettre une croissance de 13%. Voilà le prix juste. Après moi, c'est 82 $. Donc 85, je commencerai. Là, ça reste un petit peu cher quand même. Du coup, pour Netflix, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. C'est une entreprise résiliente, pas beaucoup de dettes, défensive. Ça, le PDG de Netflix a dit un truc qui m'a terrifié, mais qui montre la stratégie de Netflix. Ils lui ont parlé de YouTube, comme quoi YouTube c'est un concurrent. Il a dit notre concurrent c'est pas YouTube, ni ce que vous voulez. En fait, notre concurrent c'est le sommeil. En gros, ils sont en train d'englober tout ce que vous pouvez faire pendant votre journée pour que vous soyez à eux. Ils ont des facilités de jeux vidéo maintenant. Vous pouvez tous, sur votre compte Netflix, aux États-Unis, mais plus tard aussi en Europe, pouvoir jouer sur des jeux, je sais pas, via ordi ou console, depuis votre compte Netflix. Vous pouvez maintenant regarder des matchs de foot, des matchs de basket. Vous pouvez voir du catch, des matchs de boxe. Donc petit à petit, ils sont en train de prendre tout ce que vous pouvez regarder et leur concurrence, ça sera vraiment le sommet. C'est pour ça que c'est une entreprise qui me terrifie, mais que j'admire et que je suis prêt à payer 30 fois les bénéfices pour une bonne croissance. Du coup, voilà pour Netflix. Je garde dans ma watchlist. Et puis pour finir, on va parler de mon portefeuille. Mon portefeuille. Pas de chiffres, donc vous ne connaîtrez jamais les chiffres. Bien évidemment, j'ai de la famille qui me suit et j'ai des personnes de mon entourage et je ne veux pas divulguer des trucs privés. Par contre, le pourcentage de chaque chose que je détiens, ça, il n'y a aucun souci. 96% de Total, 3,8% de PayPal. Le cash est tellement faible que ça m'écrit 0%, parce que le patrimoine il est pas mal conséquent. Et jusqu'à présent, bien que Total ait rebaissé depuis ses plus hauts récents, fait quand même du 11,20%. 11,20%, donc on est pas mal. Mon objectif, c'est de faire du 10% annuel. Si ça remonte, on fera plus. Et je pense qu'on est bien parti pour faire les 12%. Croissance du capital, ça englobe même les injections de capital. Par exemple, là, je vais avoir mon salaire et je vais dire, bah tiens, je prends 500 € et j'achète avec des trucs. Bah, ces 500 €, bah, je vais pas les... Bien évidemment, tout ça est automatisé. Tout est complètement automatisé, je fais rien. Par contre, si je mets les 500 €, je vais les mettre dans apport. Je vais les mettre dans apport et je vais mettre le nombre d'actions que j'ai, genre actuellement. Et lui, il va me calculer tout ce qui va avec, PRU, tout ce qui va avec. Et ça va pas faire bouger la richesse créée parce que mes 500 € se sont juste transformés en actions. Par contre, le capital va monter. Et du coup, la croissance du capital depuis le début de l'année est de 25% à peu près. Parmi ces 25%, on a près de la moitié qui vient de la richesse créée, c'est-à-dire soit l'évolution des actions, soit les dividendes, parce que je comptabilise les dividendes. Et du coup, pourquoi on peut voir la croissance des actifs à 83%? Ça, je vous laisse avec un indice qui est les actifs comprennent le patrimoine brut. Du coup, quand il y a une grosse montée comme ça, c'est qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas dans le tableau d'eau. Cette case-là, elle concerne aussi d'autres choses qui ont relation avec l'immobilier et d'autres trucs. Donc voilà pour mon portefeuille. Toujours très confiant sur le pétrole, sur PayPal qui est sous-évalué. Je commence à lorgner Pernod Ricard, mais je me suis intéressé il y a 3 jours quand c'était à 73 €. Maintenant, c'est déjà à 76. Ça me rend triste. Mais que voulez-vous, bah, je pense que ça va redescendre. Mais si ça redescend pas, ça reste un prix intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne fais rien. J'attends les dividendes de Total et on en reparle après. Donc, bon week-end à vous, bon courage. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez et soutenez la chaîne. Merci.